Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Ce sont les têtes de liste flamandes à la région que nous accueillons sur notre plateau, des têtes de liste que je vais vous présenter tout de suite. On commence par Bruno Delille, tête de liste Groen, bonsoir. En face de vous, Pascal Smet, tête de liste SPA, bonsoir. Brigitte Groels, tête de liste CDNV. Johan van den Dries, tête de liste NVA. Bonsoir. Et enfin, Guy Van Engel, tête de liste Open VLD. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, on va commencer cette émission en vous demandant de vous livrer à un petit exercice. On va vous donner 1 minute à chacun et je vais vous demander de faire un bilan de la majorité sortante, un point positif, un point négatif. Les premières prises de parole ont été tirées au sort et c'est Brigitte Groels qui prendra la parole en premier. Brigitte Groels, votre bilan, point positif, point négatif en 1 minute. Bon, d'abord, je crois qu'au niveau des transports publics, on a vraiment préparé l'avenir en investissant, préparant un investissement important pour les 10 années à venir de 4,4 milliards d'euros qui va vraiment étendre le métro, mais aussi les trams, etc. Ça va donner une réponse à la mobilité des Bruxellois. Et donc, je crois que vraiment, dans cette législature, on a vraiment fait le changement dans la mentalité aussi des Bruxellois en ce qui concerne la mobilité, avec beaucoup plus... Ça, c'est le point positif et le point négatif? Un point négatif, c'est, par exemple, il n'y a pas tellement de choses que je déplore, mais par exemple le fait que l'avenue du Port n'a pas pu être réalisée, c'est dommage parce que c'était un beau projet et normalement ça aurait été terminé maintenant si on avait pu commencer. Mais malheureusement, il y a eu une contestation d'un groupe de civils. Et voilà. Ok, on a bien noté cela. Alors, Johan van den Dries, vous avez tiré le numéro 2, donc vous prenez la parole en deuxième. Alors, un point positif, donc à la NVA, vous êtes dans l'opposition, ici à la région. Alors, un point positif de cette législature et un point négatif. Eh bien, je propose d'abord de dire que la dette de notre région a explosé, elle a doublé. Ça, c'est le point négatif. Ça, c'est le point négatif. En plus, il y a le chômage qui a explosé de 20%, pour les jeunes même 40%. Si on voit le résultat du sondage de BSI, où que 15% des entreprises ont, je dirais, de la confiance dans la gestion de Bruxelles, ce ne sont pas des bons chiffres. Alors ça, c'est le point négatif. Et le point positif, vous en avez un? Oui, le point positif, c'est que je reçois en tout cas les indications que, je dirais, au niveau de la région, on se rend compte qu'au niveau de l'éducation francophone, qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Ok. Bruno Delille, votre point positif et votre point négatif sur cette législature? Sur la mobilité, je rejoins Madame Graus quand on dit, voilà, on a changé les mentalités. Donc les Bruxellois ont commencé à se déplacer autrement, mais il y a encore beaucoup de travail. On a aussi modernisé l'administration pour rendre un meilleur service aux Bruxellois. Donc on a renforcé notre administration et ça c'est bien aussi. Le point négatif, c'est plutôt que, voilà, comme société, on n'a pas réussi à mieux former nos jeunes, ce qui a fait qu'il y a trop de chômeurs à Bruxelles. C'est une responsabilité de tout le monde et je pense que ça doit être le point fort du prochain gouvernement. Alors, on doit diminuer le nombre de chômeurs qui sont là à Bruxelles. Alors, le regard maintenant de l'opposition SPA, Pascal Smet, même exercice? Je crois que c'était, même dans la majorité, les gens le reconnaissent, sauf le ministre, mais que c'est quand même un peu le gouvernement de l'arrêt. Hein. Il y a même les travaux qui sont commencés sur l'ancienne législature, prend Place Roger, prend le chantier au canal, ou prend même le parc à côté du canal. Ils ne sont pas achevés, parfois même pas commencés, quand même le permis était là. Et j'entends beaucoup de gens dans la majorité, dans les partis qu'on rencontre beaucoup maintenant, qui reconnaissent quand même que c'est quand même un peu... Ça c'est le pot et la fleur. Oui, je veux dire positif aussi. Je crois... les finances, il faut reconnaître que le trajet budgétaire que la région a pu se tenir, ça c'est positif. Hein, ça, il faut reconnaître ça. Mais en général, les embouteillages n'ont jamais été tellement plus grands qu'aujourd'hui. Et le
pire, moi, je trouve, c'est que c'est la première fois depuis 10 ans que le nombre de cyclistes a diminué à Bruxelles. Ça, tu sais que c'est pas vrai. Allez, tu on va... continues à le dire, mais tu sais que c'est pas pas moi vrai. Allez, on termine le petit tour de table. Monsieur Delisle, on termine le petit tour de table. On va donner la parole à Guy Van Engel. Alors, même exercice, hein, Monsieur Van Engel. C'est que le budget de la région bruxelloise est complètement en ordre. Nous sommes budgétairement le meilleur élève de la classe. Et donc, pas du tout d'accord avec la NVA, alors. Non, non. Et jamais d'accord avec la NIA, d'ailleurs. Voilà, c'est simple. Et donc, ça nous a permis, entre autres, de supprimer les droits de succession pour le conjoint survivant, ce qui est une très bonne affaire. Point négatif, un peu comme le disent les collègues, certains grands chantiers ont du mal à se réaliser, mais je rejoins Brigitte Grauls. Par le biais de difficultés qui nous sont amenées par des groupements de quartiers et ainsi de suite, qui nous compliquent la vie, qui vont en procès, qui vont au Conseil d'État et ainsi de suite. Un exemple frappant, c'est le port, l'avenue du port, qui n'a pas pu se réaliser. Ça aurait pu être tout à fait réglé, tout à fait en ordre, si on n'aurait pas eu toutes ces difficultés qui reviennent quand même un peu à du NIMBY. Hein. Donc pas dans mon jardin, hein, c'est ça. Voilà, ça. Merci pour ce premier tour de table. Alors on va maintenant se pencher sur un thème qui a beaucoup animé cette campagne, c'est le survol de Bruxelles. Alors haro sur le plan Wathelet, hein, qui fait presque l'unanimité contre lui, en tout cas dans le chef de certains. Alors on a beaucoup parlé ces derniers jours et c'est revenu dans les prises de position politiques ce week-end d'un moratoire sur ce plan. Faut-il un moratoire sur le plan Wathelet? Monsieur Van den Dries, votre réponse? Eh bien, les indications qu'on a à l'heure actuelle, parce que malheureusement le ministre n'était pas tellement transparent, les indications étaient que l'accord qu'on a fait en 2010, que apparemment cet accord n'est pas introduit comme convenu. Donc nous, on veut absolument qu'on revienne aux accords de 2010 et qu'en effet qu'on applique ce qu'on a convenu. Ouais. Alors, Monsieur Smet, est-ce que vous allez dans le même sens? Est-ce qu'il faut pour l'instant retirer ce plan Wathelet le plus tôt possible? Oui, on voudrait bien, mais c'est trop tard pour le moment. C'est clair que tout est bloqué et les chipotages et même peut-être un peu les conneries de commencer d'essayer de régler, je ne sais pas ce qu'il a voulu régler il y a 3 mois avant des élections, a mis beaucoup de problèmes. Maintenant, tout le monde est mécontent. Le dossier est de nouveau devenu communautaire. C'est de nouveau un dossier un peu très compliqué. Alors, il faut maintenant, immédiatement après les élections, objectiver ce dossier et tenir compte que Bruxelles est une ville densément peuplée. Et donc Bruxelles est trop densément survolée, et donc pour vous, c'est ça qu'il faut revoir. Moi j'habite moi-même sur la route du canal, j'habite plein centre, et même moi je suis assez très relax avec les choses comme ça, mais même c'est trop, maintenant c'est trop, c'est si simple que ça. Mais je crois aussi qu'il y a peut-être une solution à faire, c'est-à-dire que l'aéroport est important. Pour Bruxelles et pour la Flandre, il ne faut pas la nier non plus, mais la nuit est importante pour les Bruxellois aussi. Pourquoi on ne dit pas que pour Bruxelles, pour les Bruxellois, il n'y a pas de vol entre 10h du soir jusqu'à 7h du matin. Si en Brabant flamand ou en Flandre, ils veulent avoir les vols sur les territoires dans peuplés, fais-le, mais pas sur Bruxelles. Et ça peut résoudre déjà beaucoup de problèmes qu'on peut garantir la nuit, pendant la nuit aux Bruxellois. Alors question, Monsieur Van Engel, est-ce qu'on peut en convaincre ça en Flandre de cette idée de moratoire sur le plan? Ça veut dire qu'on reviendrait à une situation finalement où certaines parties de la Flandre seraient plus survolées. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir cette convaincre les Flamands de cela? Moi, je constate que jusqu'en février de cette année-ci, il y avait très peu de problèmes et que l'ensemble du public, qu'il soit en Flandre ou à Bruxelles, pouvait vivre avec la situation telle qu'elle existait. Et alors, tout à coup, en février de cette année-ci, changement de politique, donc intervention du secrétaire d'État compétent. Pour quelles raisons on se réfère à des accords du passé? Enfin, moi, je n'aurais rien changé. Ça allait bien. Et donc, on sait que dès qu'on change... Il y avait beaucoup de plaintes dans l'Oostrand, hein, tout de même, Wissenbeek-Opem, Krainem, des partis qui étaient beaucoup plus survolés que maintenant. Que jusqu'à là, ça allait assez bien. Et donc moi, je dirais, bon, après les élections, essayons d'en revenir à la situation d'avant février. Et donc, et de partir de là. Et s'il faut encore adapter ici et là, peut-être. Mais moi, je sais que chaque adaptation, et surtout si c'est une adaptation qui mène à survoler des populations qui ne l'ont jamais été,
crée un tollé énorme. Mais ça veut dire resurvoler certaines parties de Flandre qui le sont moins actuellement. Oui, vous pensez que ça, c'est acceptable pour la Flandre? Mais vous savez, c'est assez bizarre qu'on essaye toujours de faire quelque chose de ce dossier, quelque chose de communautaire. Il y a des francophones qui habitent en périphérie, il y a des flamands qui habitent à Bruxelles. Donc, ça n'a rien de communautaire. C'est la façon de trouver une dispersion équitable. Et dans cette équité, il faut absolument qu'on tienne compte de la densité de la population. Et la densité la plus grande est en région bruxelloise. Madame Groels, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire M. Van Engel? Je suis assez d'accord. Donc moi, je ne comprends pas non plus pourquoi on a quitté le plan Schoupe qui était là jusqu'avant février. Mais ce que M. Wathelet a fait, c'est de changer les densités, les survols à l'intérieur de Bruxelles. Il n'avait pas fait en fait un changement de survol entre Bruxelles et la Flandre. Donc maintenant, dire qu'en Flandre, ça devrait être plus survolé qu'avant, je ne sais pas. Je suis de toute façon pour un survol équitable et un mesurage équitable. Tout le monde doit se mettre d'accord sur la manière de mesurer. Et c'est vrai que Bruxelles est densément peuplée. Donc je trouve que c'est un critère qui doit être pris en compte aussi. Monsieur Delisle. Oui, moi je pense que si on continue à glisser les problèmes une fois ici, une fois là, ça va continuer à provoquer des réactions, évidemment. Je pense que c'est un problème qu'on doit regarder beaucoup plus large. Il faut toucher la base du problème et c'est comment est-ce qu'on peut développer tout ce genre d'activités sur toute la Belgique d'une façon beaucoup plus équitable. Et si le gouvernement fédéral continue à développer le low cost et le cargo et tout ça, on sait que ça va provoquer des problèmes qui n'étaient pas là avant. Et donc, est-ce que j'ai bien compris que vous plaideriez que les activités des Zaventem voient Charleroi et Liège, puisque c'est ça que vous expliquez moi, maintenant. je ne plaide rien. Moi, je dis il faut regarder toute la Belgique et voir comment est-ce qu'on peut servir. Ça veut dire si tu peux organiser le cargo d'une autre façon et si c'est via des trains à haute vitesse, par exemple, il faut peut-être le faire que via l'avion et tout ça. Donc je pense qu'il faut voir le problème, donc le logistique et le déplacement des citoyens d'une autre façon qu'aujourd'hui. Alors on a parlé de délocalisation, c'est vrai qu'on a entendu certains dire qu'il faut délocaliser une partie du fret et une partie du low cost vers les aéroports wallons et flamands. Par rapport à cela, Monsieur Van den Dries, vous en pensez quoi? Eh bien, je crois qu'il faut d'abord voir ce qu'on a convenu en 2010. Et je crois qu'en effet, par après, on peut aussi voir dans quelle mesure les accords qu'on a convenus à ce moment-là doivent évoluer. Mais je crois qu'il faut toujours aussi se méfier des mesures très spécifiques. Par exemple, tout le monde sait que des aéroports spécialisés ont à l'heure actuelle très difficile. Et splitter le cargo et les passagers, économiquement, c'est pas faisable. On sait aussi que, par exemple, essayer, comme on a fait avec DHL, de transférer, je dirais, une partie du business, par exemple, vers Liège, uniquement 10% de ce business a été actuellement transféré à Liège et le reste a quitté le pays. Donc il faut naturellement être... Non, mais ce que moi je constate... J'ai une question pour vous. Dans le gouvernement, est-ce que vous toujours laissez pas parler les gens? Laisse-moi quand même finaliser ma phrase. Ce que je veux dire, sur la réponse par rapport à la délocalisation, j'ai bien compris que c'était non, en fait, M. Van den Dries. Je dis pas non, mais il faut tout regarder. Et en tout cas, on a vu avec DHL que la grande partie a été transférée hors de ce pays. Mais j'ai une question. Si on continue à développer le low cost à Zaventem, ça nuit à par exemple, Brussels Airlines. Ça ne rapporte pas grand-chose que des nuisances en plus. Et donc là, je dis, c'était pas nécessaire, on avait une solution à l'intérieur de Belgique, donc pourquoi est-ce qu'il faut changer ce genre de choses? Donc délocalisation, c'est plutôt non, M. Van Engel? Moi, je trouve ça une mauvaise idée. Pourquoi? Nous avons beaucoup de jeunes bruxellois qui sont peu qualifiés. Et donc, c'est justement dans toute l'économie qui se forme autour de l'aéroport que nous parvenons, entre autres, à faire travailler des jeunes bruxellois qui ont un emploi à Zaventem. Et donc, essayer de diminuer l'activité à Zaventem, c'est créer encore un problème supplémentaire
d'emploi pour ces jeunes bruxellois. Et donc, moi, je trouve ça une très mauvaise idée de les délocaliser, mais avoir une dispersion équitable, tenant compte de la densité de la population, ça doit être possible. Alors, Madame Groel, vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à la délocalisation du fret et du low-cost. Ceux qui disent ça, vous leur dites non? Je crois que ça a déjà été prouvé ailleurs. Je suis assez d'accord ce que vient d'être dit, que séparer le fret, donc le cargo, et le transfert de personnes, ça n'amène pas à grand-chose, ça met en danger même les aéroports. Donc je crois qu'il faut être très très vigilant. Et donc je crois que développer, mais d'une manière prudente, l'aéroport de Zaventem comme elle est aujourd'hui est important. Je suis d'accord avec ce que M. Van Engel a dit. Ça crée énormément d'emplois pour les Bruxellois aussi. Ouais, vous êtes du même avis, hein, la délocalisation. Oui, je crois que le plus important est on ne doit pas faire une bataille entre la Flandre et Bruxelles. Il faut le regarder à partir de Brussels Metropolitan Area. Tu as un bon territoire, c'est le Brussels Metropolitan Area, et tu regardes tous les deux, enfin dans cette area, tout le monde profite de l'aéroport, comment on peut le mieux régler objectivement en tenant compte entre la densité et le reste et le bon sens. Alors on va voir un petit peu les temps de parole, hein. C'est M. Van Engel qui est en tête pour l'instant à 3 minutes 07 et c'est M. Delisle en fait qui a un petit retard au niveau du temps de parole. Mais justement, je vais vous donner la parole, M. Delisle, puisqu'on va parler mobilité. Alors une petite pique directement de Pascal Smet sur le nombre de cyclistes en baisse. Alors vous dites il a tout faux. Oui, parce qu'il n'y a jamais eu autant de cyclistes que maintenant. Même sous M. Smet, il n'y a jamais eu autant de cyclistes qu'aujourd'hui. Alors, moi, je peux que constater que M. Klaus Bondam, qui était le maire de Copenhague, qui est reconnu partout au monde comme monsieur cycliste, qui a fait de Copenhague une ville avec 44% de gens qui sont vélos, et c'est venu à Bruxelles pour dire je soutiens Pascal Smet, toutes les actions qu'il a fait dans le passé et à l'avenir, puisqu'il faut reprendre boule de neige. Et là, il y avait pas vraiment de nouvelles mesures. Tous les cyclistes le savent. Je ne veux pas avoir un ping-pong. Je crois que les gens sur le terrain le savent. Et ça, c'est le plus important. M. Bondam a fait aussi un exposé ensemble avec moi. Il a dit la même chose en ce qui concerne notre politique. Je trouve que vous êtes un bon couple avec Bruno. Non, mais on a fait énormément d'efforts en ce qui concerne le cyclisme, les pistes cyclables. De toute façon, on a investi 4 fois plus que dans la législature antérieure. Alors, on a fait des pistes cyclables séparées 3 fois plus que dans la législature antérieure. Visiblement, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, M. Delisle, avec Pascal Smet sur la politique cycliste. Mais je n'aime pas ce petit bataille parce que je pense que, allez, on a tous les mêmes intérêts et c'est d'améliorer la mobilité à Bruxelles. Ouais. Et c'est évidemment, on a déjà fait beaucoup d'investissements. Pascal Smet a aussi fait des investissements. On a continué et on a fait encore plus. Mais ce n'est pas ça tout seul qui va sauver la mobilité à Bruxelles, évidemment. Et c'est ça, il faut changer radicalement la donnée à Bruxelles. Il faut arrêter de chipoter un peu. C'est pas facile avec les communes et tout ça, mais c'est pour ça qu'on a quelques propositions très concrètes. Laisse-moi peut-être terminer une fois. Très rapidement terminer, et puis je laisse Pascal on va parler d'autre chose que des vélos. C'est ça que je voudrais faire. Donc dire que la mobilité à Bruxelles, le vélo est très important dans tout cela, mais c'est plus que ça. C'est aussi le RER qui doit enfin venir. Non, mais on continue à le dire avec Bruxelles, mais c'est très important parce qu'au même moment, on constate quand même que, par exemple, certaines parties qui sont ici autour de la table, qui sont aussi au niveau fédéral, ont diminué, ont fait des économies sur la SNCB. Ce qui fait que la SNCB n'a pas d'argent pour commencer avec le RER, même si les lignes sont prêtes. Et donc, on doit être conséquent à tous les niveaux où on est. Et je pense que ça, c'est le message très important sur la mobilité. Alors, vous répondez sur les cyclistes et puis je lance le débat sur la taxation des véhicules. Moi, on a des propositions très concrètes. Il faut aller plus loin qu'aujourd'hui. Il faut que les Bruxellois voient que les vélos est une alternative. Comment, par exemple, Bruxelles est traversée par les chemins de fer. Par définition, ils sont plats. J'ai parlé avec les gens de la SNCB, ils sont d'accord, il faut à côté de ce chemin de fer, tu fais des pistes cyclables séparées, une sorte des autostrades pour les cyclistes dans la ville. Il y a de place, c'est faisable, tu dois de temps en temps faire un ascenseur pour faire la différence de niveau. La SNCB est intéressée de le faire. Tu connectes avec les réseaux rapidement, et M. Van Engel et M. Van Engel. Oui, il n'a pas le vélo. Monsieur Smet a des belles idées, mais nous, on est déjà en train de les réaliser, ces idées-là, parce qu'ensemble, avec la ministre de
de transport de la Flandre, Madame Krivits. Un collègue à moi, oui. Oui, Madame Krivits et donc moi-même, on a élaboré un RER pour les bicyclettes. Il n'y a pas de l'argent, Brigitte. Qui utilise justement ces chemins de fer ou les à côté des chemins de fer. Tu as oublié l'argent. Non, ça a été chiffré. Combien oui, ça... chiffré, mais pas l'argent dans le budget. Mais dans pour vos idées non plus. Pour vos idées non plus. Et tu attends les élections pour dire, et je vais le faire. On va terminer sur ce débat-là parce qu'on ne vous mettra pas d'accord. Moi, je voudrais lancer un autre dossier maintenant. C'est cette fameuse, en fait, taxation des véhicules. Il faut changer, dit-on, la manière de taxer les véhicules et puis taxer sur la possession, mais sur l'usage. Alors, est-ce qu'on doit aller vers ce type de processus, M. Van Engel, et quel type de taxation mettre en place? Je crois que d'ici 1 an ou 10, nous allons connaître en Europe tout un autre système de taxation de l'utilisation de l'automobile. Et donc taxation au kilomètre alors? Tout à fait. Et donc ça ne vaudra pas uniquement pour la Belgique, mais ça vaudra pour l'ensemble des pays européens. D'ailleurs, cela s'introduit déjà pour les camions. Ça existe déjà en Allemagne. Nous allons le faire maintenant pour les poids lourds en Belgique aussi. Et donc ce sera la taxation au kilomètre roulé. Et donc, à ce moment-là, il y a moyen de tenir compte de 3 critères. Le type de véhicule avec lequel on circule, l'endroit où on circule, le type de voirie sur laquelle on circule, et en 3e lieu, naturellement, l'heure à laquelle on circule. Donc on tire les enseignements de l'expérience qui a été menée il y a quelque temps et qui était pourtant décriée. Oui, mais vous allez voir, c'est l'ensemble de l'Europe qui, à un certain moment, va se mettre à taxer de ce type-là. Il faut dire aux citoyens que ce type de taxation sera donc une alternative pour des taxes existantes qui sont la taxe de circulation, qui sera alors à ce moment-là supprimée. Alors, M. Van den Dries, est-ce que vous allez dans le même sens que M. Van Engel et est-ce que vous pensez que ça va amener une réduction très importante du trafic en ville? En tout cas, je suis d'accord qu'il faut réduire le trafic en ville et Agoria a fait un sondage. Et sur la taxe au kilomètre entre autres, mais en tout cas, ils ont fait un sondage où les entrepreneurs, les sociétés ont dit que dans 7 cas sur 10, ils considèrent de quitter pour une partie cette région s'il n'y a pas de solution. Et naturellement, ça risque de nous coûter beaucoup de jobs. Et je me demande personnellement ce que les gouvernements, les 10 dernières années, ont fait au niveau de notre trafic ici à Bruxelles, parce que ce n'est pas un nouveau problème, ce n'est pas tombé du ciel. En tout cas, je trouve qu'il faut agir fermement et je suis aussi d'accord qu'au niveau de la taxation, qu'il faut travailler ensemble entre les différentes régions et en effet aussi au niveau européen. Pour rebondir, agir fermement, ça veut dire quoi très concrètement, M. Van den Dries? Eh bien, en effet, il faut qu'il y ait un lien entre l'utilisation d'une voiture et les impôts, mais naturellement sous condition aussi qu'il y a une alternative. Parce que les alternatives de transport public doivent y être aussi. Et donc les alternatives n'existent pas assez selon vous? Non, parce que sinon on va forcer les gens et les sociétés pour quitter la région parce qu'ils ne seront plus disponibles pour du transport. Oui, c'était votre point positif, ça, tous les investissements en matière de transport en commun, pas suffisant, dit M. Van den Dries. Je crois que d'ici 2017, on aura déjà 20% plus de places dans les transports publics et pour 2022, 60% de plus avec le projet qui est là. Donc c'est très très important, on répond déjà aux besoins qui s'annoncent. Mais je crois qu'il y a encore d'autres moyens aussi. Par exemple, les entreprises travaillent déjà avec des budgets de mobilité. Au lieu d'offrir des voitures de société, on peut aussi utiliser un budget de mobilité pour justement utiliser les transports publics. Et à Bruxelles, nous sommes en faveur aussi que ce budget de mobilité pourrait être utilisé pour venir vivre à Bruxelles, par exemple, pour intervenir dans les loyers ou dans un prêt pour une maison. Une réaction, M. Smet, par rapport à une idée que vous avez sortie de votre chapeau. Certains ont ouvert de grands yeux quand vous avez parlé de la mise en place d'un métro aérien. Alors, tous n'ont pas... monorail. Non, Skytrain. Skytrain, oui. Skytrain, c'est l'avenir. C'est la moitié du prix. C'est la moitié du prix d'un métro. Il ne faut pas le faire partout à Bruxelles. Il y a des experts mobilité, urbanistes qui sont venus chez moi
C'est pas quelque chose que moi j'ai invité comme ça un matin. Ils sont venus de le présenter et moi je crois qu'il y a des possibilités dedans puisqu'on va développer à Bruxelles Tour et Taxi. On va développer le plateau d'Ezel. On va voir Parking C avec le stade. Il y a encore des autres zones de développement. C'est important de prévoir. Il y a une forte augmentation qui va arriver, mais pour nous, c'est seulement une chose. Il y a encore autre chose qu'on n'a pas parlé aujourd'hui. Et moi, je trouve que le secteur des taxis, par exemple, c'est plus important, puisque les taxis, je viens de rencontrer des centaines de chauffeurs de taxi maintenant, et ils ont raison. Tous de la gay, près ils ont raison. Ils ont raison. Non, mais ils ont vous raison. Vous dépassez votre temps de parole, c'est juste pour vous prévenir. Oui, c'est très important. Thèmes, Et c'est très important qu'eux doivent être une vraie alternative. Et de nouveau, on va investir dans le secteur de taxi comme on investit dans les autres secteurs. Par rapport à ça, par rapport à ce SkyTrain ou par rapport au secteur des taxis, est-ce que vous pensez que là, il y a des investissements à faire ou qu'on pourrait faire ou vous n'y croyez pas à ce projet de SkyTrain? Comme je dis, la mobilité, c'est un ensemble. Ce n'est pas un truc ou un autre truc qu'il faut mettre en avant. C'est un ensemble et c'est comme ça qu'on a développé notre plan régional de mobilité IRIS 2. C'est comme ça que les grands principes ont été approuvés par le gouvernement. Nous, avec Groen, on a une proposition de faire un métrobus, ce qui est un réseau de bus en site propre qui roulent à haute vitesse et donc qui peuvent augmenter le nombre de gens sur les transports en public à très court terme. Et si on voit que certaines lignes sont très fort occupées, en sous-sol, on peut développer là le métro beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. C'est beaucoup moins cher que les systèmes de métro qu'on a aujourd'hui. On peut commencer déjà aujourd'hui et voilà, c'est un système évolutif. Donc ça va aider vraiment les Bruxellois à augmenter vraiment les capacités des transports en public, ce qu'on a besoin quand même le plus Madame vite Groes, possible. quelques secondes sur les taxis et puis on passe à l'autre thème parce qu'au niveau du temps de parole, vous le dépassez un petit peu les autres, rapidement. Mais les taxis sont en effet très importants à Bruxelles. On a fait énormément de choses cette législature pour rendre ce secteur économiquement viable. Il y a encore des choses à faire, c'est sûr, mais c'est un service aux citoyens très flexible et qui permet aussi aux gens de laisser leur propre voiture chez eux. Trop cher, disent certains. On est toujours au bon niveau des autres villes européennes. Donc là, j'insiste quand même, il y a un mythe sur le fait que notre taxi serait trop cher. Monsieur Van den Drik. Je voulais encore vite dire que je trouve ça très bien qu'on va investir dans les métros. Je trouve ça un peu dommage que ça va prendre autant de temps parce que je trouve qu'on pourrait prendre cette décision plus vite. Mais c'est bien que vous le faites, c'est bien que vous le faites. Ce qui est dommage qu'on n'a pas fait, ce sont les parkings transit. On avait promis d'environ 16 000. Il n'y a que 2 000 qui ont été environ créés. Mais je trouve ça très bien, le métro. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que le métro ne vient pas à Schaerbeek. Parce que ça oblige la gare de Schaerbeek, parce que ça oblige tous les nafteurs de passer jusqu'au centre de la ville, même s'ils ne travaillent pas en ville. Le trajet sera faible. Donc le métro passera devant l'église d'Elmet à Schaerbeek, et donc il y a une petite montée les spécialistes de la mobilité disent que s'il faut marcher 10 minutes, non, mais c'est pas 10 minutes. C'est peut-être 8 minutes. Non, j'ai fait le trajet. Le choix que le gouvernement a fait est un choix pour les Bruxellois. Ce seront surtout les Bruxellois, les gens qui vivent dans ces quartiers habités, qui vont bénéficier du métro. La gare de Schaerbeek, on peut encore aller en train jusqu'à la gare du Nord. Donc, tous les études ont pas besoin démontré... de travailler au centre. Mais il y a des alternatives. Il y a plein de trams et il y a aussi des bus. Donc, toutes les études ont démontré qu'il y avait une faible desserte. Madame Groes, je vais vous arrêter parce que là, vous dépassez le temps de parole et je voudrais passer à l'autre thème qui est le thème de la fiscalité. Et là, je vais donner la parole à Monsieur Van Engel. Alors, dans le programme de l'Open VLD, on voit que vous voulez supprimer, par exemple, la taxe régionale qui existe pour l'instant. Est-ce qu'on en a les moyens et est-ce que c'est une promesse qu'on pourra tenir, Guy Van Engel? Je crois que oui, et donc il faut à un certain moment rééquilibrer l'ensemble du système. Nous sommes dans le bon maintenant, financièrement, budgétairement. La région bruxelloise est le meilleur élève de la classe belge. Mais nous avons encore, au niveau régional, au niveau communal, toutes sortes de petites taxes comme ça qui rendent peu lisible la façon dont le pouvoir public récolte ses moyens auprès du public.
que ce soit entreprise ou personne physique. Et comment on compense en fait Il faut compenser, il faut rééquilibrer le système, il faut simplifier, et il faut rendre beaucoup plus lisible, comme on l'a fait par exemple lors de la suppression de la radio-TV de redevance. Nous avons rééquilibré notre système qui était plus performant et qui a permis d'avoir les recettes nécessaires pour autant et de quand même diminuer l'impôt en tant que tel. C'est comme on l'a fait quand nous avons diminué par exemple les droits de donation. Donc, il faut rééquilibrer et simplifier, rendre tout ça plus lisible. C'est un, je crois, des grands enjeux, surtout pour les entreprises aussi, parce qu'elles ne comprennent pas que avoir une société à Schaerbeek ou à Evere peut avoir des conséquences fiscales totalement distinctes et différentes. Ouais. Alors par rapport à cela, la NVA est assez dure dans son constat en disant les taxes sur les entreprises sont trop importantes, elles doivent payer 38% d'impôts en plus que dans le Brabant flamand. Si vous êtes demain au gouvernement bruxellois, comment faites-vous pour simplifier et alléger cette fiscalité? Oui, et ces chiffres, on n'a pas inventé. Et ils sont calculés par une ISO. Et en effet, la taxation par la région est tellement élevée qu'il y a des sociétés qui, en effet, sont en train de considérer de changer de région. Je connais la situation des Verts. J'ai travaillé à Evere aussi. J'ai travaillé aussi à Auqueberg. Il y a des grandes différences au niveau de taxation. Qu'est-ce qu'on propose? On propose en tout cas un stop d'impôts. Ce qui veut dire plus d'impôts supplémentaires. Deuxièmement, au niveau des impôts qui sont imposés aux sociétés, qui sont imposés par, je dirais, aux indépendants, à ce moment-ci, il y a à Bruxelles, dans cette région, 800 règlements de taxation pour les indépendants, surtout des communes. Ça, il faut simplifier. Il faut simplifier, mais vous n'avez pas les pouvoirs pour le simplifier, vous n'avez uniquement l'argent. Et ça coûte beaucoup. Non, nous avons... Je sais ce que vous allez dire, mais ce n'est pas un système qui est très efficace. On va peut-être laisser M. Wallengel vous répondre, si vous permettez. Il faut que... Les impôts, d'abord, les impôts communaux doivent être mis sous contrôle. Et pour moi, il n'y a qu'une solution, c'est qu'on réorganise cette région pour qu'il n'y a plus de compétition entre les communes et pour que la région a vraiment influence sur la façon que la taxation dans cette région... Il y a une réponse rapide et puis on donne la parole. Très rapidement, nous avons le fonds de compensation fiscale pour les communes avec lesquels nous régulons au fond la fiscalité communale déjà maintenant. Les communes ne savent plus faire ce qu'elles veulent en matière de taxation locale. Ça, c'est tout à fait clair. Madame Grauwels. Oui, le CDNV veut que en fait, la taxation sur les entreprises devienne la même que dans les environs de Bruxelles, donc en Flandre, au Brabant flamand. Je crois que c'est impératif qu'on peut travailler à ça ensemble avec une simplification de tout cela. Et vous voulez aussi supprimer la taxe régionale oui, ça on prévoit aussi, mais je crois que la solution pour la fiscalité bruxelloise est justement de mettre un maximum de Bruxellois au travail. Donc je crois que c'est ça la solution pour énormément de choses. Ça va redonner aussi des revenus à la région qui peuvent être utilisés pour tout ce qu'on souhaite faire pour améliorer notre vie. Et l'harmonisation fiscale, ça se retrouve dans tous les programmes, y compris le vôtre, Pascal Smet. Évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Quelle est la solution des socialistes flamands? Mais il faut simplifier, c'est un. Deuxièmement, faire en sorte que les gens qui travaillent à Bruxelles viennent vivre à Bruxelles. Là, il y a encore une très grande chose à faire. Et là, le gouvernement bruxellois pourrait beaucoup plus investir dans la construction des maisons. Et troisièmement, on croit quand même aussi que la simplification des structures bruxelloises, à terme, vous savez, on est pour une ville-région, mais entre-temps, avec une centrale d'achat, par exemple, on peut faire déjà beaucoup. On a calculé, on peut gagner jusqu'à 400 millions d'euros par an. 400 millions d'euros par an, si simplement toutes les communes négocient en une fois leur contrat d'énergie, que le parc d'automobile est fait en une fois, qu'on globalise les achats, qu'on a plus de 23 contrats de publicité avec Déco et Clear Channel, mais un. Alors là, il y a encore beaucoup d'effets de synergie à gagner et de l'argent à trouver. Et là, on veut investir aussi. Au lieu de taxer, il faut peut-être aussi mieux s'organiser. Monsieur Delisle.
Ouais. Évidemment, ce n'est pas un problème de Bruxelles tout seul. Pour remettre Bruxelles sur les rails, c'est vrai, il faut surtout investir dans les gens qui n'ont pas de travail. Donc, quand ils ont un travail, c'est beaucoup plus facile pour développer une vie qui est digne, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, parce que c'est très difficile à vivre à Bruxelles. Et donc, Groen propose partout dans le pays de changer le système de taxer les gens, donc de diminuer les taxes sur le travail et de chercher l'argent chez le rendement des grandes fortunes et chez les pollueurs. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, mais il faut le faire au niveau national aussi, évidemment, parce que ce n'est pas quelque chose que Bruxelles peut faire tout seul. Et sur les taxes sur les entreprises, là, il faut trouver un système beaucoup plus honnête qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce sont surtout les petites entreprises qui payent et les grandes entreprises qui échappent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tenable non plus. Évidemment. Alors, on va passer maintenant à l'autre thème, c'est le paysage institutionnel bruxellois. Alors, c'est vrai que ça peut paraître rébarbatif, mais quand on lit vos programmes, on a l'impression que peu de partis sont satisfaits du paysage qui existe pour l'instant, donc avec les 19 communes, les 19 CPAS. Par exemple, au SPA, vous dites, Pascal Smet, il faut intégrer les 19 communes dans un seul niveau administratif. Alors, ça veut dire quoi? Fusion de toutes les communes? Et en même temps décentralisé, comme toutes les grandes villes le font. Prends Vienne, prends Berlin, ce sont des capitaux, mais en même temps sont des parties d'un État fédéral. Et pourquoi eux le font et nous pas? Il faut m'expliquer. On a trop des hommes politiques, on a trop de structures, il faut simplement simplifier. Finalement, pour quelqu'un qui habite à Bruxelles, peu importe qu'on a 19 CPS, il veut qu'il y ait de solidarité entre les gens. Vous savez que ce sont des chiffres qui sont contestés par les francophones. Oui, non, certains francophones, et M. Van Engel, ils sont très complets sur ce point-là, mais moi pas. Et moi, je sais que c'est en train de changer. Il n'y a rien plus fort qu'une bonne idée dont l'heure est venue. Et je sens que c'est en train d'arriver dans quelques années. Ouais. Alors, M. Van Engel, il ne faut rien changer ou vous demandez des changements à la marge? Nous ne sommes pas favorables à un nouveau petit round institutionnel. Hein. Donc, soyons clairs, tous ceux qui veulent encore avoir des négociations sur de l'institutionnel après les élections, les Bruxellois, entre nous, leur compétence. Entre nous, on pourrait se mettre d'accord. Alors, soyons pragmatiques. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir, par exemple, un CPS pour l'ensemble de cette région? Non, ça n'est pas faisable. Nous habitons une ville d'1 100 000 habitants. Voilà. Il faut des services décentralisés. Vous me dites, eh bien, mais qu'est-ce que sont nos CPS maintenant autres que des services décentralisés? Est-ce qu'il faut, par contre, d'autres initiatives? Oui, il y en a une d'ailleurs qui va se mettre en route et qui est très importante à partir du 1er juillet. C'est que le gouvernement bruxellois, sous la ministre-présidence, le ministre-président deviendra responsable des plans de sécurité pour l'ensemble de la région. Ça, c'est important. Et qu'il y ait une coordination et donc un débat politique au sein du Parlement bruxellois sur la politique de sécurité dans notre région, ça, c'est tout à fait important. Mais essayons pas de se perdre dans des chamailleries qui ont leur origine au niveau communautaire, qui sont des anciens éléments de débat communautaire qui sont des débats qui ont été lancés pour ne pas être favorables à la région. Rapidement encore tout comme M. Van Andries vous expliquera quelque chose qui n'est pas fait pour améliorer la situation de la région, mais qui doit lui permettre de se défaire de cette région pour passer à l'indépendance flamande. Rapidement, si moi je parle, on doit parler de tout. Aussi la représentation des néerlandophones dans le gouvernement, tout ça. Aussi les listes bilingues. Mais ça, on doit faire entre Bruxellois. Moi, je pense que la question doit être faite comment on peut mieux organiser cette ville au service des Bruxellois. Ça, c'est le point de départ. Rien communautaire dedans. Et Bruxelles a changé. Le contexte a changé. Ouais. Alors, M. Van den Dries, si vous me permettez, on va peut-être rappeler en quelques secondes la position de la NVA quand elle a présenté son projet institutionnel pour l'avenir de la Belgique. Alors, la NVA, à terme, elle voit la quasi-totalité des compétences transférées à la Wallonie et à la Flandre, et les Bruxellois doivent choisir entre deux entités, la Flandre et la Wallonie, avec des possibilités de changement. Alors vous savez le tollé qu'a entraîné cette déclaration. Alors vous persistez, vous signez. Aujourd'hui, la région bruxelloise doit aller vers ça? Bien sûr. Il y a beaucoup de choses que je voudrais dire. D'abord, la NVA Bruxelles sont des Bruxellois. Et on veut
une région qui est plus simple pour les gens, qui est plus efficace et plus forte. Et qui est vidée de toute une série de compétences. Mais non, la subnationalité. Et il ne faut pas me frapper. T'es gentil, Il ne faut pas me frapper. Il ne faut pas me frapper. Non, mais ce n'est pas, le programme ne rend pas le programme institutionnel que vous avez présenté. Est-ce qu'il rend la région bruxelloise plus forte? Je vois qu'il y a deux camps, donc peut-être on donne les deux camps le temps pour parler. Terminé, oui, je vous en prie. Hein? Okay. Terminé, je vous en prie. On veut une région plus forte. Et une région plus forte se réalise uniquement si on rend cette organisation plus efficace, plus simple. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, comme chef d'entreprise, j'ai mené beaucoup de modernisation de société et d'organisation. Et j'entends toujours des raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Des dizaines de raisons. Mais à l'heure actuelle, la façon que la région à l'heure actuelle est organisée, c'est des années 20, c'est dépassé. Je ne vois pas une raison pour laquelle toutes les grandes villes de l'Europe sont organisées de façon centrale et ici, en Belgique, ça ne pourrait pas être le cas. Donc je vous demanderai d'être bref parce que vous allez exploser votre temps de parole très rapidement. Je vais revenir. Subnationalité. Je trouve que comme Bruxellois, une organisation qui est simple et transparente va renforcer Bruxelles. Maintenant, Bruxelles n'est pas assez fort. Cacher. Deuxième chose. S'il vous plaît, parce que votre temps de parole est en train d'exploser. Hein. Oui, je sais. Ce que je veux dire, d'abord, en ce qui concerne la possibilité pour les habitants de chercher ou de choisir entre deux façons d'assurance et de régime qui sont proposé par les deux grandes communautés, c'est basé sur la structure actuelle. Les compétences du sol, c'est pour la région. Toutes les compétences pour les personnes, c'est par les deux communautés. C'est basé sur la même philosophie d'aujourd'hui. Ouais. Alors, on va voir bientôt les temps de parole. Vous allez voir que vous avez beaucoup parlé puisque vous êtes à 8 minutes 56. Donc, vous avez pris beaucoup de temps de parole pour nous expliquer ça. Alors, Monsieur Delisle, par rapport aux déclarations de Monsieur Van den Dries et puis aussi la réforme Groen sur les administrations et les communes bruxelloises. Je pense que Groen est le parti avec les idées les plus opposées du NVA, mais bon, c'est pas grave. Nous partons pas d'un jeu politicien sur structure et il faut changer les structures parce qu'on veut changer les structures. Hein. Ça date des années 70 avec M. Schiltz qui disait déjà qu'il fallait à tout prix fusionner les communes. Ce que nous disons, c'est qu'il faut regarder ce que les Bruxellois ont besoin. Et chaque Bruxellois est égal à un autre Bruxellois. Donc ça veut dire que c'est le même traitement qu'il faut donner. Ils ont droit au même service. Quelqu'un qui est dans le CPS de Uccle a droit au même service que quelqu'un qui est au CPS de Evere, par exemple. Et c'est sur cela qu'il faut se baser. Et est-ce qu'il faut changer les structures pour atteindre cela? Ok, on va changer les structures. Est-ce qu'il y a d'autres façons de le faire qui sont peut-être plus faciles? On peut le faire. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on n'a pas de tabou. Mais on veut être ouvert, on veut des résultats sur le terrain avec tout le monde. Et pour cela, tu as besoin les néerlandophones et les francophones pour avancer ensemble. Et pour moi, c'est le résultat qui compte et pas qui a gagné, qui a donné certaines idées ou pas. Moi, j'ai un tabou. Hein. J'ai le tabou de tout ce qui peut mettre en péril, un, ma région et deux, mon pays. Hein. Et je vous dis, le programme nationaliste séparatiste de la NVA met en péril la région et le pays. Hein. Et donc, moi, j'ai un tout grand tabou. Hein. Alors, Madame Groel, est-ce que vous avez on vous permettra de répondre, hein, mais est-ce que vous avez un tabou, vous aussi, par rapport à ces propositions? Oui, en effet. Donc, nous, on trouve que Bruxelles doit devenir une région forte, une région capitale très forte, mais aussi avec des communautés très fortes qui investissent ici en enseignement, en crèche, etc. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est de faire un mur entre les Bruxellois. Voilà. Donc la NVA va vraiment très très loin dans ce qu'on propose là, et donc on n'est pas d'accord. Nous, on veut aussi construire des ponts entre les communautés
à Bruxelles. Mais ça, c'est une chose que je veux mettre très au clair. Deuxièmement, en ce qui concerne une meilleure gestion interne de Bruxelles, je crois qu'il y a des choses à faire. Par exemple, pour les CPS, c'est tout à fait absurde qu'il y a 19 règlements des CPS pour les personnes qui sont déjà dans un besoin. Et donc là, on doit vraiment... Et donc, je crois qu'une harmonisation est peut-être un premier pas, mais une fusion avec tout de suite une grande décentralisation vers donc, les quartiers. fusion de tous les CPS, on vous a oui, bien entendu. De toute façon, harmonisation, ça ne vous suffit pas. C'est déjà un grand pas. Harmonisation. Alors, et même chose d'ailleurs pour les zones de police. Oui, pour les zones de police, oui. Alors, Monsieur Van den Dries, je peux vous inviter à regarder le temps de parole. Regardez que vous êtes très au-dessus des autres invités. Donc, je vais vous donner la parole, mais je vais vous demander de ne pas dépasser 30 secondes, sinon vous ne pourrez plus parler le reste du débat. Ok, ça va. On est partisan du confédéralisme. C'est comparable avec le système qu'on a en Suisse. En plus, le choix, on a à l'heure actuelle aussi pour les syndicats, pour les mutualités, pour l'enseignement. Le choix n'a rien à faire avec une sorte de choix de langue ou autre chose. Tu vas avoir une différence entre différents Bruxellois et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tenable. On a vu aussi dans d'autres villes ou d'autres pays comment ça arrive à la fin. C'est pas bien. Il faut traiter tous les Bruxellois comme les uns. Mais là, ils ont le choix de choisir une école, mais vous savez que si on parle des écoles multilingues ou plurilingues, moi je trouve si les communautés ne font pas leur travail, que là, la région bruxelloise doit pouvoir ajouter quelque chose à ce que les communautés font. Pascal Smet, vous me demandez la parole depuis pas mal de temps sur ce sujet. Oh non, j'ai déjà dit ce que je voulais dire et je crois que chaque Bruxellois qui dépasse ces trucs de frontières, dépasse ces trucs comme une région, sait comment on peut mieux organiser la région au service des Bruxellois. Ça doit être le point de départ. Aujourd'hui à Bruxelles, tout le monde est compétent, personne n'est responsable. Quand je prends l'exemple des sans-abri, c'est quand même incroyable qu'à Bruxelles, tu as besoin d'une tasse de bourgmestre, une tasse de président de CPS, au moins 4 ministres pour résoudre un problème finalement assez simple. Alors, tout le monde qui est confronté avec la pratique voit qu'il y a des problèmes et moi, je veux qu'il y ait plus de solidarité. Je termine avec ça. Pour moi, la question de fusion des communes est aussi une question de solidarité entre les Bruxellois, puisqu'on n'est pas traité de la même façon. Même les taxes communaux sont différentes, même la manière qu'on est traité, même les services. On est dans notre Internet-tijdperk, on est dans le temps de Internet et on s'organise à Bruxelles encore comme le 19e siècle. Alors, moderniser et le point de départ est mieux servir les Bruxellois. Alors, un des points de modernisation qu'on trouve aussi dans certains programmes, c'est la fusion des 6 zones de police. Madame Groels, vous êtes favorable, vous, à la fusion des 6 zones de police. Mais le hic, c'est que personne du côté francophone ne veut en entendre parler. Alors comment pouvoir arriver à ce but-là ? Mais on va en discuter et on doit en rediscuter et convaincre. Parce que maintenant, M. Van Engel l'a déjà dit, il y a un transfert, enfin quand même, grâce à la 6e réforme de l'État, donc la région va enfin pouvoir s'occuper de la sécurité en région de Bruxelles-Capitale. Donc c'est le ministre-président qui peut faire avec le gouvernement un plan de sécurité pour toute la région. Les 6 zones de police doivent aussi donner leur plan à la région. Pourquoi ne pas avoir une unicité dans la décision sur ces 6 zones. Il y a d'ailleurs un contrôle démocratique tout à fait là. Le Parlement bruxellois peut contrôler aussi mieux alors encore la politique. Alors, Monsieur Delisle, sur ce point, la fusion des zones de police, oui. Vous pensez vraiment qu'il y a un problème entre différentes manières de faire suivant qu'on est dans une zone ou dans une autre et que ça aiderait à la politique sécuritaire? De nouveau, je constate que pas tous les Bruxellois sont traités d'une façon égale et devant la police. Il y a des zones où ça fonctionne très bien, il y a des zones où ça va beaucoup plus difficile. Et donc, oui, on est pour une fusion des zones de police. Oui. Moi, je crois qu'il y a confusion et un peu une histoire sémantique dans toute l'affaire. Donc, fusion ou harmonisation, hein, ce sont les deux mots qui sont fort utilisés. Il faut harmoniser, ça je suis tout à fait d'accord.
fusion, ça indique que nous allons de nouveau chipoter au mécanisme institutionnel et fonctionnel de cette région. Et là, je crois que ceux qui croient que cela est simple se trompent et qu'on est parti pour des débats d'années et d'années et d'années. Et donc, moi, je ne veux pas qu'on perde du temps à cela. Toute la problématique socio-économique et de l'enseignement est beaucoup plus préoccupante que ceci. Hein. Et donc, perdre son temps à des débats institutionnels internes à la région, moi, je n'en veux pas. Je veux qu'on parle d'enseignement, de mobilité et du socio-économique. Alors, Pascal Smet est... Oui, mais je suis d'accord, il faut s'attaquer aux problèmes, mais je constate souvent que la solution des problèmes est liée aux structures bruxelloises. Mais, je suis d'accord, on commence avec l'harmonisation, hein, on commence déjà avec ça, voilà. Et le but final doit être la fusion. Je veux simplement constater sur les zones de police, c'est de nouveau question de solidarité et de mieux s'organiser. Quand une ville comme New York, je ne veux pas comparer Bruxelles avec New York, mais c'est aussi une zone de police. En même temps, ils travaillent décentralisé, il se peut aller, oui, c'est comme ça. À Bruxelles, ils ont 30 différentes sortes de police. Non, mais ils ont une zone et l'unicité de commande est là. Oui, et ça, c'est le plus important, l'unicité de commande et de s'organiser. Et si on commence à ça, on peut biffer tous ces postes inutiles et mettre ces agents sur le terrain et à préférence sur un vélo. Alors, on va terminer avec la dernière partie. Hein, c'est donc quelle coalition après le 25 mai, côté flamand dans le gouvernement bruxellois. Alors, Monsieur Van den Dries, vous êtes candidat au pouvoir, votre parti n'en fait pas mystère. Vous voudriez faire une coalition avec qui, si d'aventure vous avez les cartes en main? D'abord, on voudrait quand même un mandat fort le 25 mai. On est ici pour tous les Bruxellois et on n'exclut personne. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'il y a du changement. Alors, on va respecter maintenant l'ordre du tirage au sort pour la fin de l'émission, si vous le voulez bien. Alors, Madame Groels, la coalition, votre coalition idéale, quelle serait-elle? Et en filigrane, une coalition avec la NVA à Bruxelles, vous dites banco ou pas? Mais d'abord, on va les mains libres aux élections et donc on espère aussi recevoir un mandat aussi fort que possible et on verra après les élections comment ça va. Donc je suis ici autour de la table avec des partis qui pour moi sont possibles dans une coalition, mais c'est surtout le résultat des élections qui va nous guider. Alors, donc, la NVA n'est pas... vous n'excluez pas la NVA d'office. Est-ce que vous demandez aux partis francophones s'ils ne veulent pas gérer avec le FDF, par exemple? Non. Il y a certaines exclusives à un certain moment qui sont prononcées. Vous, aujourd'hui, votre message, c'est de dire on va discuter avec tout le monde. Oui, avec ceux qui sont ici autour de cette table, pour être très clair. Alors, vous voyez les temps de parole, Monsieur Van den Dries, vous êtes à 9 minutes 35. Je vous laisse 5 secondes ou 10 secondes. Je pense que vous d'abord parlez avec les autres. Vous ne pourrez pas terminer. On va respecter l'ordre du tirage au sort. Et donc, vous avez tiré le numéro 2. Maintenant, votre coalition idéale en 10 secondes. Idéal, c'est qu'ils vont pour le changement pour tous les Bruxellois, ce qui veut dire plus simple et une région plus forte. Une région comparable avec ce qu'on a organisé en Suisse. Ouais. Alors, Monsieur Delisle, vous, quelle est votre coalition idéale? Vous avez donc un peu de retard sur le temps de parole, donc vous pouvez prendre un peu plus de temps maintenant pour nous répondre. Oui. Ben, je pense que pour nous, c'est très, très important d'avoir une coalition qui veut avancer avec Bruxelles, une coalition progressiste qui dit, voilà, et au niveau de mobilité et au niveau de travail, on veut quand même aller dans le sens de qu'est-ce que les Bruxellois ont besoin. On ne regarde pas de l'extérieur de Bruxelles, non, on part des Bruxellois eux-mêmes, qu'est-ce qu'eux ont besoin et comment est-ce qu'on peut changer Bruxelles pour laisser avancer les choses sur cela. Au niveau de l'enseignement, là, nos propositions sont connues, donc on veut un enseignement multilingue, la possibilité de créer un enseignement comme cela. Donc les partis qui disent, voilà, on est ouvert à ça, on est prêt à travailler avec eux. Et donc vous parlez de coalition progressiste,
une coalition avec la NVA, ça vous semble envisageable ou vous l'excluez déjà aujourd'hui alors ça dépend quand même, évidemment, comment l'électeur va jouer les cartes. Mais moi, je dis toujours, si la NVA est prête à nous suivre dans notre programme et notre vision sur Bruxelles, ça va être possible. Si c'est la proposition NVA comme c'est aujourd'hui, avec presque une co-gérance de la Bruxelles par la Flandre, là, on dit non, évidemment. Donc, pour nous, c'est vraiment basé sur le contenu. Et notre rêve sur Bruxelles, c'est un rêve qui part des besoins des Bruxellois, qui est un rêve progressiste pour laisser avancer les choses. Alors, Pascal Smet, après une cure d'opposition, quelle est votre coalition idéale? Non. Côté bruxellois, côté bruxellois. Un ministre de l'opposition. Pendant 5 ans. Hein. Oui, on est dans la situation à Bruxelles. Je crois que les Bruxellois ont remarqué. C'est à eux de juger. Le 25 mai, c'est à eux de jouer le 25 mai. Alors, vous avez oublié Bruxelles pendant 5 ans. Non, pas du tout. Mais la coalition, on a besoin d'une coalition of the willing. C'est simple. Deuxièmement, les Bruxellois doivent savoir que le NVA peut avoir des voix en Bruxelles. Et moi, je ne veux pas qu'ils vont bloquer Bruxelles pour leur petit jeu intra-belge pour faire exploser la Belgique. Moi, je n'aime pas ça. Et ils vont avoir des voix. Il ne faut pas faire qu'ils ne vont pas avoir des voix. Alors, il faut les arrêter. Et moi, je crois que c'est très important et à savoir que les Bruxellois d'origine frau qui parlent français, ils ont quand même la possibilité de le faire. Et en plus, ils vont avoir une double voix. Ce n'est pas seulement le Parlement bruxellois, mais aussi faire en sorte que dans le Parlement flamand, il y a des vrais Bruxellois qui parlent avec une voix bruxelloise. Et ça manque un peu. Moi, j'ai passé 5 ans dans le Parlement flamand. Je me sentais parfois seul, je dois le reconnaître. Et il faut plus de vrais Bruxellois dedans. Alors, c'est un appel aux francophones de Bruxelles, ceux qui parlent français, que vous pouvez changer plus que vous pensez et vos voix est plus important que vous pensez ces élections-là. Alors, vous faites maintenant 2 catégories de Bruxellois. Non. Alors, moi, je fais pas. Monsieur Van Engel... Oui, monsieur Van den Dries demanda un mandat fort. Vous savez, les règles du jeu sont les suivantes. Celui qui a le plus grand mandat après les élections, le lundi matin, prend la main et essaye d'organiser les choses. Et donc, moi, je ne voudrais pas que ce soit M. Van den Dries qui ait la main. Et si c'est vous qui avez la main? Et si moi j'ai la main, c'est assez simple. Ce sera la dernière des solutions, le NVA. Et la première pour vous? Et la première, ça peut être... C'est déjà fixé. Mais non, pas du tout. Nous avons travaillé ensemble. Monsieur Smet dit toujours, j'étais dans l'opposition maintenant, mais au fond, il était en majorité du côté flamand. Donc, par exemple, toutes les réunions de la VGC, il a participé à ça. Comme observateur. Mais tu as toujours eu ton mot à dire. Oh. Et donc, non, là, il faut voir, il faut composer, il faut être à 9, peut-être même un peu plus. Il faut qu'une bonne équipe bien soudée soit mise en place. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on utilise Bruxelles pour des... tout à fait séparatiste du côté flamand. Voilà, merci en tout cas, c'est la fin de ce débat. Merci à vous tous d'y avoir assisté. Et puis je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un débat entre les têtes de liste de l'Europe. À bientôt, bonne soirée et à demain.